Alors que le cessez-le-feu de la guerre avec l'Iran ne tient qu'à un fil, et que les États-Unis comme l'Iran se proclament vainqueurs, il y a une nation qui s'est véritablement imposée. Ce n'est ni l'un ni l'autre des deux pays impliqués dans l'opération Fureur épique, et ce n'est pas non plus Israël. Le véritable gagnant est lui-même engagé dans sa propre guerre, mais il a brillamment utilisé ce qui se passe en Iran pour se renforcer. Le gagnant, c'est l'Ukraine. Et nous allons vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles c'est le cas. L'Ukraine a démontré une habileté géopolitique exceptionnelle durant l'opération Fureur épique. Dès le début, l'Ukraine a été la première à offrir son aide aux États-Unis quand il est apparu que l'opération durerait plus de quelques jours. En se transformant en acteur clé de la défense du Golfe, l'Ukraine s'est magistralement positionnée comme le partenaire le plus important pour de nombreux pays que la Russie et même les États-Unis ont courtisé par le passé. L'Ukraine ressort gagnante en Iran. Beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui s'explique par le champ de bataille ukrainien et la faiblesse persistante de la Russie en Ukraine. Prenons les 2 derniers mois comme exemple. En mars et avril, la Russie a connu ses 2 pires mois de la guerre en Ukraine depuis 2024. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie n'a pratiquement réalisé aucun gain territorial réel en mars. Avril a été encore pire. L'ISW indique que la Russie a subi sa première perte territoriale nette depuis août 2024, le mois où l'Ukraine a lancé une contre-invasion audacieuse dans la région russe de Koursk. Cela a finalement forcé Poutine à sacrifier plus de 63 000 de ses soldats, dont 4 000 soldats venus de Corée du Nord pour surmonter cette situation. Ajoutez à cela une contre-offensive ukrainienne dans le sud-est, permettant à l'Ukraine de regagner environ 10% du territoire perdu face à la Russie. En 2025, et un taux de perte russe qui atteint en moyenne environ 35 000 soldats par mois. Et vous voyez que l'Ukraine avance bien plus que la Russie ne veut le faire croire. Quel lien avec la victoire de l'Ukraine en Iran ? La réponse est simple. D'importantes nations du Golfe prennent note de ce que fait l'Ukraine, et elles réalisent que l'Ukraine est la réponse à bon nombre des problèmes auxquels elles sont actuellement confrontées. Une grande partie de ce que nous voyons actuellement en Ukraine se résume au développement d'une stratégie basée sur les drones, de plus en plus sophistiquée et à plusieurs niveaux, à laquelle la Russie n'a aucune réponse. L'Ukraine a lancé une offensive avec des frappes à moyenne et longue portée détruisant l'armement russe et des infrastructures clés en Russie. Le pétrole russe a été ciblé, comme le montrent les attaques ukrainiennes sur les centres d'exportation russes de la Baltique, ayant mis hors service environ 40% des exportations totales de pétrole russe. Mais l'évolution clé concerne la défense, car l'Ukraine a passé des années à concevoir des drones capables de contrer les armes à longue portée que la Russie lançait sur le territoire ukrainien. Parmi ces armes, on trouve principalement les drones de type Shahed de la Russie, et c'est ici que le lien avec l'Iran entre en jeu. La Russie ne détient la technologie des drones Shahed que grâce à l'Iran. Le régime iranien fournit directement des drones Shahed à la Russie depuis 2022. Et il a également accordé une licence pour la technologie afin que la Russie puisse fabriquer ses propres variantes de Shahed. Ce sont ces armes que l'Ukraine a été contrainte de contrer. Plus important encore, si l'Ukraine remportait la guerre en Iran, les Shahed resteraient les drones utilisés par l'Iran pour attaquer sans provocation d'autres pays du Golfe. Les nations du Golfe ont besoin de quelqu'un pour renforcer leur défense. L'Ukraine est ce quelqu'un. Ces derniers 6 mois, l'Ukraine a intégré des drones intercepteurs à sa défense aérienne, devenant la principale autorité mondiale contre les Shahed. En mars, l'Ukraine a revendiqué un taux d'interception d'environ 90% des drones russes et iraniens, ce qui a été rendu possible en grande partie grâce au développement de drones intercepteurs à faible coût. Cela permet à l'Ukraine de ne pas utiliser de missiles intercepteurs coûteux pour neutraliser les Shahed bon marché. C'est cette capacité que les pays du Golfe veulent développer. Et ils savent tous que la seule façon d'obtenir une version éprouvée au combat de la défense aérienne multicouche de l'Ukraine est de s'adresser directement à la source. C'est là que les choses deviennent sérieuses pour la Russie. L'Ukraine jouant un rôle clé dans la défense du Golfe remet en question notre vision géopolitique avant la guerre avec l'Iran. Restez avec nous pour en comprendre les raisons, en commençant par les accords à analyser. Le succès ukrainien contre les drones Shahed russes a attiré des partenaires du Moyen-Orient, souhaitant adopter cette technologie pour se protéger des drones similaires utilisés par l'Iran. C'est la première victoire de l'Ukraine, qu'elle a pleinement exploitée. Peu après le début de l'opération Epic Fury, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé une tournée au Moyen-Orient. L'Atlantic Council a qualifié cette tournée de leçon de diplomatie en temps de guerre, à juste titre. Cette tournée a prouvé l'influence géopolitique croissante de l'Ukraine.
Le fait que les nations du Golfe prêtent attention à Zelensky montre que le profil militaire de l'Ukraine est devenu si important que même des pays très éloignés en tiennent compte. Mais cette tournée ne consistait pas seulement pour Zelensky à rencontrer les dirigeants les plus puissants du Golfe. Zelensky promouvait les produits ukrainiens, et plusieurs nations attaquées par l'Iran étaient ravies d'acheter. Le président ukrainien a conclu 3 nouveaux accords de défense dans le Golfe, prévoyant la fourniture de drones et d'expertise en défense aérienne à des acteurs majeurs. Chacun de ces accords dure 10 ans, et ils ont été signés avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Ukraine n'a pas perdu de temps pour honorer sa part de ces accords. Mi-mars, l'Ukraine a envoyé plus de 200 experts militaires dans le Golfe pour aider ses nouveaux partenaires à mettre en place leur nouveau réseau de défense aérienne. Un mois plus tard, Zelensky a révélé que ces experts faisaient davantage que conseiller leurs alliés. Ils participaient activement au conflit du Golfe en utilisant des drones pour intercepter et détruire les Shahed lancés par l'Iran contre ses voisins. C'est une forme mortelle de diplomatie par drone, et c'est au cœur de la raison pour laquelle l'Ukraine est devenue la grande gagnante de la guerre contre l'Iran. Tout cela signifie 2 choses pour l'Ukraine. Premièrement, cela signale un changement sismique dans la façon dont l'Ukraine est perçue sur la scène mondiale. Pendant les premières années de l'invasion de son territoire, l'Ukraine était considérée par beaucoup comme un pays courageux qui avait besoin d'autant d'aide que possible de la part de l'Occident pour avoir une chance de survivre face à la Russie. L'Ukraine était un bénéficiaire, pas un fournisseur d'armes. Il serait inexact d'affirmer que l'Ukraine n'est plus un bénéficiaire, car elle acceptera toujours volontiers toute aide qu'elle pourra recevoir. Mais le pays a progressé en défense, devenant un partenaire légitime pour de nombreuses nations qui le soutiennent. Pour le Golfe, il est désormais fournisseur. L'Ukraine devient un grand exportateur d'armes grâce à sa capacité à produire des drones peu coûteux, aussi efficaces, voire plus, que les alternatives onéreuses d'autres pays. Deuxièmement, et peut-être encore plus important, ces accords avec le Golfe signifient bien plus que la simple création de quelques nouvelles relations pour l'Ukraine. Ils montrent que l'Ukraine est désormais indispensable dans une région où elle était absente il y a quelques mois. Avant la guerre avec l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne voyaient pas l'Ukraine comme partenaire de défense. Pourquoi l'auraient-ils fait ? Les 2 nations disposent de beaucoup de matériel militaire, et il n'y avait aucune raison de penser qu'elles feraient face à une menace qui rendrait un partenariat avec l'Ukraine nécessaire. L'opération Fureur épique et la riposte Shahed Laden qu'elle a provoquée de la part d'un régime iranien qui s'en prend à tout et à tout le monde ont tout changé. La sympathie des États du Golfe pour l'Ukraine face à la Russie est devenue une synergie, ces nations comprenant qu'elles ont besoin de l'Ukraine. C'est ce qu'affirme Maria Zolkina, qui est chercheuse sur les conflits. Nous avons atteint un niveau d'intérêt pragmatique en 2026 lorsque l'Ukraine a démontré sa valeur ajoutée, et cela correspondait bien au désir des pays du Golfe de diversifier leurs partenaires en matière de sécurité, explique Maria Zolkina au journal The New Voice of Ukraine. Comme le souligne Maria Zolkina, l'Ukraine est devenue un laboratoire de solutions pour les nouvelles technologies, pouvant être utilisées pour contrer les menaces militaires les plus modernes. Bon point. L'Ukraine ne devient pas un acteur majeur dans la géopolitique du Golfe seulement par volonté d'aider. Tout ce que l'Ukraine fournit via ses nouveaux accords de défense a été éprouvé au combat et a prouvé son efficacité. La guerre en Ukraine est un terrain d'essai bien meilleur que tout laboratoire. Le pragmatisme prévaut. Si ça ne fonctionne pas, ce ne sera ni construit ni proposé aux partenaires. La raison pour laquelle nous avons tant parlé des succès de l'Ukraine sur le champ de bataille plus tôt, c'est que ces succès en sont la preuve concrète. Ce que l'Ukraine propose au Golfe fonctionne. Nous voyons ici un changement majeur inattendu par Poutine, l'Ukraine devenant fournisseur dans le Golfe étant le tournant. L'Ukraine reçoit beaucoup en retour. Elle construit des partenariats en dehors du Golfe, et elle expose la Russie à l'échelle mondiale pour opérer un revirement géopolitique qui met la Russie sur la défensive. Toutes ces raisons font de l'Ukraine la grande gagnante de la guerre en Iran, et cela change tout. Pendant que nous sommes ici, c'est pour cela que nous faisons The Military Show, pour montrer comment le pouvoir évolue réellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, pour ne rien manquer de ce qui arrive. Maintenant, les accords que l'Ukraine a signés dans le Golfe ont un effet indirect. L'Ukraine n'envoie pas simplement des drones et des experts par pure bonté de cœur. C'est un coup de force politique de Zelensky, et cela porte déjà ses fruits. En échange de drones, les États du Golfe fournissent à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour combattre la Russie. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar sont devenus des bouées de sauvetage pétrolière pour l'Ukraine, après un hiver où la Russie a cherché à anéantir les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Politico indique que du pétrole et du diesel seront livrés à l'Ukraine. Le pétrole brut destiné à l'Ukraine via les accords avec les pays du Golfe sera raffiné en Europe pour fournir des produits à l'armée ukrainienne sur le front.
En Europe, l'Ukraine multiplie les partenariats pour les drones sur tout le continent. Le 14 avril, l'Ukraine et l'Allemagne ont annoncé un accord. L'Allemagne livrera des centaines de missiles Patriot à l'Ukraine, qui fournira en échange des données de champs de bataille pour aider l'Allemagne à préparer ses défenses contre une possible confrontation avec la Russie. Les deux pays ont aussi lancé une coentreprise pour fabriquer des drones à moyenne et longue portée, soutenant la stratégie ukrainienne d'affaiblir les forces de Poutine en détruisant l'arrière russe. Le même jour, l'Ukraine et la Norvège ont annoncé une déclaration commune sur un partenariat de défense, après des discussions que Zelensky a qualifiées d'approfondies sur les drones Shahid utilisés par la Russie. Le 16 avril, l'Ukraine a annoncé un accord sur les drones avec les Pays-Bas, incluant une production conjointe. Zelensky a même fait escale en Turquie lors de sa tournée au Moyen-Orient, montrant son intérêt pour un pays longtemps partiellement aligné avec la Russie, du moins militairement. Ce type d'accords est important, et pas seulement parce que l'Ukraine devient fournisseur. Tout cela, surtout avec les accords avec le Golfe qui durent depuis une décennie, montre que de grands pays ont aujourd'hui un intérêt direct à la survie de l'Ukraine. Il ne s'agit plus seulement de défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Tous ces pays ont besoin de l'Ukraine, parce qu'ils réalisent que la survie de l'Ukraine est la seule façon pour eux de pouvoir se défendre contre la Russie et l'Iran. L'Ukraine occupe actuellement une position géopolitique exceptionnelle. Le pays est aujourd'hui plus important aux yeux du monde entier qu'il ne l'a jamais été dans toute son histoire. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Pour la Russie, voir l'Ukraine sortir gagnante du conflit avec l'Iran marque un changement géopolitique mondial. Ce changement a débuté avant la guerre avec l'Iran, quand la Russie a montré à plusieurs reprises que son armée, pourtant supérieure, était un tigre de papier incapable de vaincre une nation bien plus petite. Aujourd'hui, principalement à cause de la guerre avec l'Iran, la Russie voit son influence mondiale diminuer tandis que l'Ukraine progresse. Dans un article du Télégraphe, Con Coakley, rédacteur en chef défense et affaires étrangères, décrit la situation il y a quelques mois. Avant le conflit avec l'Iran, de nombreux États du Golfe cherchaient à renforcer leurs liens avec Pékin et Moscou, s'inquiétant de la fiabilité des États-Unis et de leurs alliés pour défendre leurs intérêts en cas de crise, selon Con Coakley. C'était une excellente nouvelle pour la Russie. Si elle remplaçait les États-Unis auprès des nations du Golfe, l'influence de Poutine augmenterait fortement. Puis l'opération Epic Fury a commencé, et avec elle était venue la riposte de l'Iran. Al Jazeera indique que la stratégie de drones kamikazes de l'Iran contre plusieurs nations arabes leur a coûté jusqu'à 194 milliards de dollars, rien que le premier mois de la guerre en Iran. Pour la Russie, la riposte de l'Iran a été désastreuse. Pendant plus de 4 ans, Poutine s'est rapproché du régime iranien, ce qui a conduit à la signature d'un partenariat stratégique vers la fin de 2025. L'Iran fournit des drones Shahid à la Russie. Au lancement de l'opération Epic Fury, des rumeurs évoquaient une aide russe à l'Iran par des renseignements. Cela a poussé les nations du Golfe, qui envisagèrent la Russie comme fournisseur d'armes, à se demander comment lui faire confiance alors qu'elle soutient notre agresseur. Le soutien de la Russie à l'Iran est sans doute la plus grave erreur géopolitique de Vladimir Poutine, qui en a déjà commis plusieurs. La Russie, avec ce soutien, a simplement fait le jeu de l'Ukraine. La Russie semble désormais le moins convaincant des alliés ou fournisseurs d'armes qu'une nation puisse avoir. Les résultats sur le champ de bataille le prouvent. Même si nous n'avions pas vu l'avancée impressionnante de l'Ukraine au cours des derniers mois, le simple fait que la Russie ait sacrifié plus de 1,3 million de ses soldats et des dizaines de milliers d'unités du matériel même qu'elle cherche à vendre aurait suffi à rendre les partenaires potentiels méfiants. Mais aujourd'hui, le désespoir de Poutine à former des alliances avec quiconque voudrait bien de lui se retourne contre lui, alors que son arrière est déjà marqué par les frappes en profondeur incessantes de l'Ukraine. Poutine a accordé son soutien politique au mauvais camp, ce qui pourrait offrir une victoire future à l'Ukraine. Avant cela, nous observons un revirement géopolitique dépassant le simple abandon des armes russes par les nations du Golfe au profit de l'Ukraine. Ces nations ne sont qu'un symptôme d'un problème bien plus large pour la Russie. Dans un rapport du 9 mars, le Moscow Times révèle que les exportations d'armes russes ont chuté de 64% au cours des 5 dernières années. La Russie pourrait prétendre avoir besoin de toutes ces armes pour la guerre en Ukraine, mais cela reste un signe de faiblesse. La Russie a bâti son influence géopolitique sur sa capacité à fournir des armes que ses partenaires pouvaient utiliser pour se défendre. Bien que la baisse des ventes soit liée à la situation en Ukraine, cela prouve seulement l'inefficacité des armes russes face aux équipements occidentaux et locaux utilisés par l'Ukraine.
Et pour remuer un peu le couteau dans la plaie de Poutine, l'ascension de l'Ukraine, en tant que fournisseur d'armes, s'accompagne du fait que les membres de l'Union européenne se sont réunis pour vendre 4 fois plus d'armes que la Russie au cours des 5 années en question. Sommes-nous témoins de la montée d'une puissance géopolitique tandis qu'une autre décline en direct ? Peut-être sur le long terme, mais à plus court terme, il y a un autre avantage que l'Ukraine tire de la situation avec l'Iran. Les accords que l'Ukraine conclut, tant dans le Golfe qu'en Europe, retirent de l'influence à Poutine. La Russie ne peut plus utiliser l'énergie ukrainienne comme levier, surtout si les pays du Golfe aident à l'Ukraine. Le ciblage par l'Ukraine des infrastructures pétrolières russes complique la capacité de Poutine à utiliser l'énergie pour obtenir des alliés. Ces attaques accélèrent l'effondrement d'une économie russe désormais entièrement tournée vers une guerre que la Russie ne gagne pas. Ces échecs, internes et géopolitiques, compliquent la position de Poutine lors des négociations de paix avec l'Ukraine. Poutine répétera son discours habituel. L'Ukraine, proche de la défaite, devrait céder avant que la situation n'empire. Mais l'Ukraine possède aujourd'hui de nombreuses réponses. Si elle est faible, pourquoi le Golfe et l'Europe comptent-ils sur elle pour leur défense ? Pourquoi le pétrole russe brûle-t-il ? Pourquoi la Russie recule-t-elle sur le front ? Et pourquoi quelqu'un croirait-il les histoires que raconte Poutine, alors qu'il est évident que plus de nations que jamais ont intérêt à ce que l'Ukraine l'emporte ? Pendant que ces porte-paroles négocient, ils réaliseront qu'aucune de ces questions n'a de réponse pour eux. La guerre en Iran a tout révélé. La Russie, en tant que force géopolitique, est plus faible que jamais, car elle montre son incapacité à protéger un allié, dans lequel elle a imprudemment investi, pensant qu'il était un acteur clé au Moyen-Orient. La guerre a aussi révélé la stratégie géopolitique brillante de l'Ukraine. Depuis le début de l'opération Fureur épique, chaque action de l'Ukraine visait à en faire un partenaire clé pour les nations du Golfe et au-delà. L'Ukraine a en quelque sorte joué une carte inversion d'Uno. La Russie n'a plus rien dans son jeu, ce qui signifie qu'elle ne peut que regarder pendant que l'Ukraine devient le vainqueur improbable d'une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de son territoire. La situation empirera pour la Russie si l'Ukraine utilise ses succès pour accomplir ce que les États-Unis n'ont pas pu faire, rouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est un problème, non seulement pour le monde, mais très spécifiquement pour l'Ukraine. La Russie essaie de profiter d'une manne pétrolière provoquée par la hausse des prix, et l'Ukraine est sur le point d'y remédier. Et cela empire pour Poutine. L'Ukraine embarque le Royaume-Uni dans l'aventure. Même les États-Unis sont surpris par les actions du Royaume-Uni et de l'Ukraine, car ce qui devait aider l'Ukraine servira maintenant au détroit d'Ormuz. Les chasseurs de mines se préparent. 4 d'entre eux, en fait, que l'Ukraine affirme être prête à déployer dès qu'ils seront nécessaires pour débloquer le détroit d'Ormuz et ramener un semblant de normalité à une industrie énergétique mondiale bouleversée par le conflit en Iran. La nouvelle est tombée avant que des officiers de la marine ukrainienne n'assistent à un sommet multinational de planification militaire, le 22 avril, auquel ont participé plus de 30 nations. L'Ukraine a affirmé sa volonté d'aider de toutes les façons possibles. Une source ukrainienne anonyme a tout expliqué au Times. La source a déclaré « Nous sommes prêts à tout offrir. Il y a 4 chasseurs de mines, tous à Portsmouth. Ils ne peuvent pas aller en Ukraine car ils seraient la cible principale et à cause de la convention de Montreux, a déclaré la source aux médias. Cela donne un indice sur le rôle du Royaume-Uni dans tout cela. Quant à la convention de Montreux, elle donne à la Turquie le pouvoir de restreindre ou d'interdire le passage de navires militaires de n'importe quel pays vers la mer Noire. La Turquie contrôle les 2 détroits, qui mènent à cette mer cruciale qui a été le théâtre naval de la guerre en Ukraine. L'Ukraine ne pouvant pas déployer ses chasseurs de mines en mer Noire, est prête à les envoyer dans le détroit d'Ormuz. Voici où les choses se corsent. Les navires que l'Ukraine veut envoyer dans le Golfe sont tous spécialement conçus pour faire face à l'un des principaux problèmes posés par l'Iran dans cette zone. Et au moins l'un d'entre eux a de l'expérience dans des conditions exactement similaires à celles dans lesquelles il devra opérer s'il est effectivement envoyé pour la mission de sauvetage de l'Ukraine dans le Golfe. Actuellement, l'Ukraine a 4 chasseurs de mines qu'elle ne peut pas envoyer en mer Noire. 2 sont des chasseurs de mines Sandown de la Royal Navy, offerts à l'Ukraine par le Royaume-Uni en 2023 pour renforcer sa capacité en mer. Le HMS Shoreham et le HMS Grimsby joueront un rôle crucial dans la défense côtière de l'Ukraine une fois que sa guerre avec la Russie sera terminée. Mais pour l'instant, ils sont à quai et ne font pas grand-chose. L'Ukraine dit qu'elle est prête à changer cela, alors qu'elle poursuit ses efforts pour débloquer le détroit d'Ormuz et se transformer en acteur majeur dans le Golfe. Les 2 autres navires
que l'Ukraine a prêts à partir sont l'UNNS Melitopol et l'UNNS Mariupol, qui ont été remis à l'Ukraine par les marines néerlandaises et belges. Comme les anciens navires de la Royal Navy, ces deux bâtiments attendent au port une occasion d'opérer dans le détroit d'Ormuz. Le HMS Shoreham en particulier sera un ajout très apprécié à la solution du problème du détroit d'Ormuz. Il a déjà été déployé au Moyen-Orient. En 2018, le chasseur de mines a entamé ce qui s'est finalement avéré être une mission de 3 ans au Moyen-Orient, où il avait pour mission de sécuriser les voies de navigation pour les navires marchands. Le HMS Shoreham a neutralisé des mines en eau profonde grâce à son sonar spécial détachable, capable d'être descendu dans la mer. Le HMS Grimsby, de la même classe de chasseurs de mines, doit donc avoir cette capacité aussi. Et c'est ici que l'on commence à voir émerger le rôle du Royaume-Uni dans tout cela. Il y a bien sûr l'évidence, 2 des navires que l'Ukraine prévoit d'envoyer dans le Golfe proviennent de la Royal Navy. Mais cela va plus loin. Ces 2 navires et d'autres chasseurs de mines ukrainiens sont actuellement dans des ports britanniques. Les UNNS Melitopol et Mariupol, dotés d'équipages ukrainiens, s'entraînent avec la Royal Navy avant leur déploiement dans le détroit d'Ormuz. Il y a une coordination en cours ici. Le Royaume-Uni n'a pas simplement donné ses navires à l'Ukraine, il s'assure que l'Ukraine puisse les utiliser. Quand l'Ukraine sera prête à envoyer 4 chasseurs de mines dans le détroit d'Ormuz, elle ne fait pas de promesses en l'air. Elle sait que ses navires et leurs équipages sont prêts, le Royaume-Uni s'en est assuré. Outre l'implication du Royaume-Uni, le déploiement des chasseurs de mines ukrainiens relèverait probablement d'une initiative conjointe franco-britannique pour débloquer le détroit d'Ormuz. C'était l'objet de la réunion du 22 avril. Des dirigeants de plus de 30 pays se sont réunis pour envisager des moyens militaires visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Sir Keir Starmer, Premier ministre britannique, a affirmé que toute mission organisée restera pacifique et défensive. L'Ukraine a été la première des 30 à annoncer ses intentions, avant même la réunion. L'Ukraine veut jouer un rôle majeur dans la résolution de la crise du Golfe. Mais pour Poutine et la Russie, le vrai problème est que l'Ukraine joue sur la durée. Le déminage du détroit d'Ormuz compromet l'effort de guerre russe. Restez avec nous pour en savoir plus. Attention cependant, les navires ukrainiens et la mission conjointe du Royaume-Uni et de la France n'iront vers l'Iran qu'après la fin de l'opération Epic Fury. Le Royaume-Uni et la France refusent d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz tant que la guerre avec l'Iran risque de continuer. Le risque est trop élevé pour les équipages, qui seraient plongés dans une zone de guerre due au conflit entre États-Unis, Israël et Iran. De plus, il semble que toutes les nations impliquées veulent agir avec prudence afin d'éviter toute interprétation de leurs actions, qui pourrait amener d'autres pays à prétendre qu'elles soutiennent directement les États-Unis dans leur guerre. Les chasseurs de mines attendent la fin du conflit en Iran pour prendre la mer. Quant à savoir quand cela arrivera, disons simplement que tout reste à déterminer. La trêve entre les États-Unis et l'Iran devait expirer alors que l'Ukraine rencontrait plus de 30 nations voulant maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Cela semble avoir changé maintenant. Le 21 avril, Reuters a annoncé que la trêve était prolongée indéfiniment pour donner plus de temps aux États-Unis et à l'Iran de négocier un possible accord de paix, mettant fin à l'opération Fureur épique. Le problème maintenant, c'est que les pourparlers de paix ne semblent pas vraiment avancer. Le 25 avril, PBS a indiqué que le dernier cycle de discussion entre les États-Unis et l'Iran semblait avoir échoué. Le principal diplomate iranien a déjà quitté le Pakistan, où se tenaient les discussions, et le président américain Donald Trump a également affirmé avoir dit aux envoyés américains de ne pas se rendre à Islamabad. Trump a déclaré que l'envoi d'émissaires à l'étranger est inutile, l'Iran n'ayant qu'à appeler. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également laissé entendre que les discussions ne se déroulent pas particulièrement bien. A relayé la position de l'Iran sur un cadre pour mettre fin à la guerre. Araghchi a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il reste à voir si les États-Unis sont vraiment sérieux en matière de diplomatie. Il paraît plus probable que les bombes retombent plutôt qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran soit trouvé. Pour l'instant, les chasseurs de mines ukrainiens et la mission dans le détroit d'Ormuz devront attendre. Cependant, comme déjà observé, le conflit avec l'Iran peut évoluer soudainement, donc on ignore ce qui se passe en coulisses. Et si ce revirement se produit, et que les navires ukrainiens se dirigent vers le Golfe, ils auront beaucoup de problèmes à régler, et infligeront un coup dur à Poutine au passage. Cela change tout, et rend les chasseurs de mines ukrainiens essentiels pour l'effort de guerre contre la Russie. Mais avant d'entrer dans les détails, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton. Commençons par les mines iraniennes.
Même si un accord entre les États-Unis et l'Iran lève leur blocus dans le détroit d'Ormuz, les mines supposément déjà posées par l'Iran resteront problématiques. Combien de navires partiront sans savoir si les mines ont été neutralisées ? Pour aggraver le problème, il semble que l'Iran lui-même ait commodément oublié où il a placé ses mines. Selon un rapport du New York Times du 10 avril, l'Iran a justifié son refus de déminer le détroit d'Ormuz, condition posée par les États-Unis pour respecter un cessez-le-feu, par un oubli. La véracité des déclarations de l'Iran reste débattue. Mais il est clair que l'Iran reprend sa stratégie de pose de mines alors que les pourparlers de paix échouent. Dans un rapport du 23 avril, Axios a affirmé que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, ou IRGC, avait recommencé à poser des mines, un type d'escalade qui ne fera qu'irriter les États-Unis. Les actions de l'IRGC semblent déjà avoir suscité une réaction de l'administration Trump. NBC indique que Trump a ordonné à l'armée américaine de détruire tout bateau iranien surpris, en train de poser des mines dans le détroit d'Ormuz ou les voies navigables environnantes. Les chasseurs de mines ukrainiens auront beaucoup à faire en arrivant dans le Golfe. À leur arrivée, ces navires devront sans doute affronter deux types de mines navales déployées par l'Iran. Nous savons que l'Iran a ouvert un passage dans le détroit d'Ormuz pour les navires marchands payant un péage. L'Iran a également ses propres navires, qu'il souhaite faire sortir du détroit afin de pouvoir vendre le pétrole qu'il produit à ses clients. Le reste du détroit a sans doute été miné avec des Moham 3 et Moham 7, qui ne ressemblent pas aux mines navales habituellement employées par l'Iran. Au lieu d'exiger un contact direct avant d'exploser, les deux utilisent des capteurs acoustiques et magnétiques pour détecter un navire à portée. Si ces capteurs se déclenchent, la mine explose automatiquement. Dans le cas du Moham 3, cela signifie qu'une ogive de 300 kg, soit 661 livres, pouvant être immergée jusqu'à 100 mètres, soit 328 pieds, sous les vagues, déchirera la coque d'un navire. Le Moham 7 est un peu moins puissant avec 220 kg, soit 485 livres. Il est aussi conçu pour les eaux peu profondes, et sa forme conique le rend résistant au sonar. Les deux sont dangereux. Et malgré l'usure subie par la marine iranienne, le Guardian rapporte que l'Iran possède encore entre 80% et 90% de ces petites embarcations et navires poseurs de mines qu'il peut utiliser pour truffer le détroit d'Ormuz. L'envoi des chasseurs de mines ukrainiens dans le Golfe sera précieux pour la navigation commerciale. Ils sont essentiels, tout comme la mission conjointe à laquelle ils participeront. Les sonars détachables fournis à l'Ukraine par la Royal Navy pourraient être essentiels pour neutraliser les mines Moham 3 dissimulées sous la surface du détroit d'Ormuz. Envoyer ces navires sera déjà énorme pour l'Ukraine et sa réputation mondiale, comme vous le verrez bientôt. Actuellement, un homme est furieux de cette nouvelle. Cet homme a observé la situation dans le Golfe avec joie, car elle a fait grimper les prix et la demande de pétrole de son pays, plus forte qu'elle ne l'était depuis longtemps. Cet homme, c'est Poutine. Il est furieux concernant les plans de l'Ukraine. La guerre en Iran tombe à point pour la Russie, car 4 ans de conflit avec l'Ukraine ont presque vidé ses caisses de guerre. La guerre a été un cadeau économique pour Poutine, a déclaré Chatham House dans un article du 10 avril, en notant que le blocus dans le détroit d'Ormuz a annulé les effets positifs des sanctions. Et elles avaient réduit le plafond des prix du G7 sur le pétrole russe à 46 $ le baril. Ce plafond, associé à une réponse plus ferme envers les pétroliers de la flotte fantôme russe, commençait à produire ses effets début 2026. En février, la Russie a perdu 1,5 milliard de dollars de revenus pétroliers par rapport à l'an passé, avec des exportations en baisse, à 6,6 millions de barils par jour. Puis l'opération Fureur épique a commencé. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a fait grimper le prix du baril de pétrole, si bien que début mars, le Financial Times estimait que la Russie gagnait 150 millions de dollars de plus par jour avec ses ventes de pétrole. La manne financière attendue par Vladimir Poutine grâce à la guerre est arrivée, et la Russie en a profité au maximum. L'Ukraine complique la situation. Les attaques répétées sur les centres d'exportation pétroliers russes ont réduit les profits de la Russie. Cependant, le calcul est assez simple ici. Plus le détroit d'Ormuz reste fermé longtemps, mieux c'est pour les ventes de pétrole de la Russie. Poutine doit désormais gérer l'implication active de l'Ukraine dans le détroit d'Ormuz. Même si les blocus cessaient aujourd'hui, le président russe espérerait toujours profiter de la crise énergétique à cause des mines iraniennes. L'Iran ne va certainement pas aider à déminer ces mines. Avec l'Ukraine qui se joint à l'effort, le détroit d'Ormuz sera sécurisé un peu plus rapidement qu'il ne l'aurait été autrement. Le prix du baril de pétrole va baisser. Il ne faudra pas longtemps,
avant que la Russie se retrouve exactement là où elle était au début de 2026. Poutine sera aussi furieux du message symbolique que l'action ukrainienne envoie sur la Russie. L'Ukraine n'a pas pu utiliser ses chasseurs de mines en mer Noire. La Turquie a veillé à cela, mais son interdiction totale du passage des navires de guerre dans ces détroits empêche aussi la Russie de réapprovisionner sa flotte déclinante en mer Noire. Cette flotte a perdu environ un tiers de ses navires et a été contrainte de se retirer de son quartier général en Crimée. Tout cela parce que l'Ukraine a trouvé des moyens de la détruire sans avoir besoin de navires traditionnels. Les missiles, drones et navires sans équipage ont rendu la flotte russe presque insignifiante en mer Noire. En envoyant ses chasseurs de mines en Iran, l'Ukraine montre à Poutine qu'ils sont inutiles dans une zone maritime clé pour la guerre. La décision turque n'a aucune importance. L'Ukraine peut affaiblir l'effort de guerre russe en envoyant ses chasseurs de mines à des milliers de kilomètres de là, une capacité que Poutine n'imaginait pas lors de l'invasion. Elle n'a pas besoin de navires en mer Noire pour neutraliser la flotte de Poutine. L'Ukraine peut déployer sa puissance navale partout. Cela nous amène naturellement à ce que cette décision de l'Ukraine signifie pour l'Ukraine elle-même. Le fait que l'Ukraine fasse tout cela aux côtés d'un collectif de nations européennes ne peut pas être ignoré. C'est l'Ukraine qui opère une transition, passant du statut de bénéficiaire d'aide à celui d'acteur de poids, capable de travailler aux côtés de ses alliés, pour avoir un véritable impact sur la scène mondiale. La Russie a fini par créer un monstre militaire, avec une opération militaire spéciale qui était censée durer quelques jours. Et l'Ukraine utilise ce fait pour tisser des liens plus profonds que jamais avec ses alliés européens. Même si la façon dont la mission européenne opérera avec les forces américaines dans le Golfe reste incertaine, surtout après que Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier et a dit à l'organisation de rester à l'écart du détroit d'Ormuz, la décision de l'Ukraine d'envoyer des navires sera sans doute bien accueillie aux États-Unis. Le message de Trump a été ambigu concernant le détroit d'Ormuz. Parfois, il dit que les États-Unis n'ont pas besoin d'aide, ni n'en veulent. Parfois, comme en avril, Trump impose des délais à l'Europe pour qu'elle s'implique. Au 24 avril, Trump affirmait que les États-Unis contrôlaient totalement le détroit d'Ormuz, tandis que l'Iran annonçait avoir saisi 2 porte-conteneurs. Le chaos persiste dans cette voie navigable vitale du Golfe. La participation des chasseurs de mines ukrainiens, avec les navires européens, et un possible effort américain de maintien de la paix pourrait réduire ce chaos. Et c'est tout l'enjeu pour l'Ukraine. Si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, la Russie en souffre car les prix du pétrole baissent. Cela s'inscrit dans la stratégie d'usure que l'Ukraine mène contre les forces de Poutine depuis des années, mais cette fois à une ampleur inattendue. Poutine pensait qu'il pourrait cantonner la guerre en Ukraine à une affaire régionale. L'Ukraine mondialise la guerre en ciblant des enjeux à des milliers de kilomètres, pour nuire à la Russie et renforcer des alliances qui rendent les projets de Poutine pour l'Europe inutiles. Et puis, il y a la nouvelle position de l'Ukraine dans le Golfe. Des accords de défense sur 10 ans ont été signés entre l'Ukraine et plusieurs nations du Golfe. L'envoi de chasseurs de mines par l'Ukraine dans le Golfe renforcera sa coopération avec de nouveaux partenaires et réduira l'influence russe au Moyen-Orient. L'Iran pensait avoir une bonne stratégie. Alors que les bombes américaines tombaient et que des blocus étaient imposés, l'Iran lançait des drones et missiles sur une base américaine clé en Arabie Saoudite pour affaiblir ses défenses. Le Pentagone a trouvé une solution à ce problème. Il a secrètement déployé un bouclier impénétrable qui rend les drones iraniens impuissants. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce bouclier vient d'Ukraine. L'Iran n'a aucune réponse à cela, car l'Ukraine vient de faire passer la défense aérienne américaine au niveau divin. Le 22 avril, Reuters a révélé que 5 sources distinctes, bien que non nommées, avaient confirmé que le Pentagone avait déployé un système de défense aérienne de conception ukrainienne sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. La décision a été prise à la suite des attaques iraniennes qui ont détruit des bâtiments et des avions, en plus d'avoir causé une victime du côté américain. Le système SkyMap est un outil qu'utilise l'Ukraine pour coordonner sa défense aérienne contre les drones Shahed, aussi employés par l'Iran pour attaquer les bases américaines. Le système, très innovant, est une plateforme de commandement qui aidera le Pentagone à coordonner ses défenses anti-drones sur toute sa base. Nous reviendrons plus tard sur les actions du système. Mais le problème majeur de l'Iran aujourd'hui est qu'une stratégie jugée infaillible s'est retournée contre lui. Le régime iranien croyait tout savoir. Des drones bon marché envoyés en masse devaient causer de nombreux problèmes aux États-Unis sur leur base au Moyen-Orient. Ces problèmes étaient de 2 ordres, à commencer par les dégâts directs. Un Shahed qui atteint sa cible transporte une ogive explosive capable de détruire des équipements sur lesquels les États-Unis comptent pour mener l'opération Epic Fury. Il faut aussi considérer le coût de la défense contre les drones iraniens.
Les Shahed sont bon marché. Selon TRT World, ils coûtent environ 35 000 $ l'unité à fabriquer pour l'Iran, et certaines sources affirment qu'ils peuvent être produits à un prix encore plus bas. Les missiles intercepteurs américains coûtent souvent plus d'1 million de dollars chacun, ce qui les rend peu économiques face à ces menaces. Même sans frappe directe avec ces Shahed, l'Iran peut épuiser les fonds du Pentagone en les lançant contre les bases américaines. La base aérienne du Prince Sultan est visée en continu depuis le début de l'opération Fureur épique. La presse Euromaidan indique que les attaques répétées contre cette base ont poussé le Pentagone à accélérer l'adoption de la technologie ukrainienne dès le début. Les attaques iraniennes sur la base du Prince Sultan ont causé plus de dégâts que prévu par les États-Unis. Le 27 mars, l'Iran a lancé une attaque de missiles et de drones contre la base, qui a endommagé un avion E-3 Sentry du système de détection et de commandement aéroporté de l'US Air Force, ainsi que plusieurs autres plateformes aériennes comme des avions ravitailleurs. L'attaque de mars a aussi blessé au moins 10 militaires américains, dont 2 grièvement. L'Iran a agi habilement. Les avions E-3 Sentry servent aux États-Unis pour gérer le champ de bataille, collecter des renseignements et surveiller les cibles frappées lors de l'opération Epic Fury. En neutralisant les U-3 Sentry, les États-Unis perdent leurs yeux dans le ciel. La frappe iranienne sur la base Prince Sultan le 27 mars a suivi une attaque le 13 mars où l'Iran avait déjà touché 5 avions ravitailleurs de l'US Air Force. Ce fut encore une manœuvre habile. Les États-Unis dépendent de leurs avions ravitailleurs pour permettre à leurs chasseurs et bombardiers de rester en vol et de continuer à frapper le plus longtemps possible. Ce n'est pas un hasard si ces types d'appareils ont été visés lors de la deuxième attaque de l'Iran contre Prince Sultan. La frappe du 13 mars a également montré à l'Iran que la base ne disposait pas du niveau de défense aérienne nécessaire pour se protéger contre les barrages combinés de missiles et de drones que l'Iran lançait. Du moins, c'était le cas auparavant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les États-Unis n'ont pas mis longtemps à identifier que certains présentaient des vulnérabilités sur leur base en Arabie Saoudite. Si elle ne le savait pas avant, elle l'a compris lorsque les missiles et les drones iraniens se sont abattus sur des cellules d'avions qui coûtent des dizaines de millions de dollars à construire. Colmater les brèches est vite devenu prioritaire. Le département de la défense américain a agi. Le 6 avril, le département de la défense a annoncé que la force opérationnelle interagence conjointe 401 avait investi plus de 600 millions de dollars pour renforcer la capacité des États-Unis à contrer les menaces des véhicules aériens sans pilote. Sur les 600 millions de dollars, 350 millions avaient déjà été engagés dès le premier mois de l'opération Fureur épique, soit au moment où les attaques iraniennes frappaient la base du Prince Sultan. Le reste de l'argent sert à la défense contre les drones sur le territoire national. La question se pose. Les États-Unis ont-ils utilisé une partie des 350 millions de dollars de l'opération Fureur épique pour intégrer l'Ukraine au dispositif? Si c'est le cas, ni les États-Unis ni l'Ukraine n'en disent rien. Le développement de SkyMap est toujours censé rester secret. C'est pourquoi Reuters n'a pas pu obtenir de confirmation officielle, à part les propos de 5 sources anonymes, qui selon l'agence, sont proches du Pentagone. On peut supposer qu'une part des 350 millions de dollars du département de la défense a été destinée à l'Ukraine. Nous savons avec certitude que SkyMap contribuera grandement à résoudre une équation de coûts et soutiendra les États-Unis dans la défense de leur base saoudienne contre les drones iraniens. Les calculs sont simples ici. Utiliser des missiles intercepteurs de plusieurs millions de dollars pour détruire des drones Shahed valant entre 20 000 et 35 000 dollars n'a pas de sens. Une réponse à 1 million de dollars pour une question à 22 000 dollars, comme le dit Fortune, cela ne tient pas la route, et c'est compréhensible. Disons que l'Iran lance une douzaine de drones sur Prince Sultan. Coût pour l'Iran, en supposant une dépense de 35 000 dollars pour chaque Shahed, 420 000 dollars. Coût pour les États-Unis, à 1 million de dollars par intercepteur, 12 millions de dollars. C'est une guerre d'usure qui saigne à blanc le budget militaire. Ironiquement, les États-Unis ont recruté un pays à Prince Sultan qui utilise ce même type de mathématiques contre la Russie. L'expérience de l'Ukraine au combat et sa production rapide de nouvelles technologies lui ont permis de créer des systèmes économiques pour contrer les attaques russes. Poutine utilise aussi des drones Shahed, obtenus d'Iran. La Russie en fabrique désormais des clones localement. L'Ukraine a travaillé à créer toutes sortes de réponses à ces drones, et a mis au point des drones intercepteurs qui coûtent aussi peu que 1000 dollars l'unité. Soudain, les Shahed ne paraissent plus un bon investissement. L'Ukraine a également bâti toute une défense de guerre grâce à sa capacité à utiliser des drones bon marché à moyenne et longue portée pour cibler des actifs russes, allant des systèmes de défense aérienne jusqu'aux raffineries de pétrole, lors d'attaques qui causent des millions de dollars de dégâts pour un investissement de seulement quelques centaines de milliers de dollars. L'Iran ne fait que suivre la stratégie asymétrique que l'Ukraine utilise depuis 4 ans.
Qui mieux que l'Ukraine pour aider les États-Unis à contrer cette stratégie? Le Pentagone est arrivé à cette conclusion à la base aérienne Prince Sultan, menant au déploiement de SkyMap. Mais qu'est-ce que SkyMap? Que signifie son déploiement pour les États-Unis dans l'opération Epic Fury, mais aussi pour l'Ukraine? Avant de répondre à ces deux questions, vous regardez l'émission militaire. Nous vous proposons une vision globale, pas seulement les titres. Pour plus d'analyse, abonnez-vous à la chaîne. SkyMap n'est pas un simple drone ou une arme fournie par l'Ukraine aux États-Unis, c'est bien plus important. Depuis plusieurs années, SkyMap était la plateforme de commandement et de contrôle utilisée par l'armée ukrainienne contre la menace aérienne russe. L'entreprise derrière la plateforme, Sky Fortress, a été fondée en 2022 par des ingénieurs ukrainiens ayant des liens avec l'armée du pays, ce qui signifie qu'ils étaient parfaitement placés pour développer un système répondant aux besoins très spécifiques de l'Ukraine. Il n'était pas utile de anticiper ce que ce système devrait faire. L'Ukraine faisait face aux drones et missiles russes. SkyMap a été conçu pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, SkyMap est un vaste système couvrant toute l'Ukraine. Il collecte des données de capteurs acoustiques, radars et flux vidéo en direct des drones ukrainiens, dans une interface numérique unique, offrant à l'utilisateur une vue en temps réel du champ de bataille aérien. Le vaste volume de données reçues par SkyMap est crucial pour permettre à l'Ukraine de réagir vite à toute frappe aérienne russe. SkyMap identifie aussi les projectiles entrants. L'Ukraine veut éviter de gaspiller des missiles coûteux sur des drones Shahed et les réserver à la menace des missiles balistiques russes, pour mieux gérer ses ressources. Elle refuse aussi d'envoyer des drones intercepteurs bon marché contre un missile entrant. Grâce à SkyMap, l'Ukraine identifie la menace entrante et choisit rapidement comment y répondre. Considérez SkyMap comme un centre permettant aux défenses aériennes, des bases et villes, de fonctionner. Initialement un réseau d'environ 10 000 capteurs acoustiques en Ukraine, le système s'est considérablement étendu, notamment grâce au soutien de la plateforme d'innovation Brave One. Pour les États-Unis, cette plateforme est précieuse. L'Amérique avait déjà son système de commandement et contrôle à Prince Sultan. Comme le souligne Reuters, les États-Unis disposaient déjà de la plateforme de défense aérienne avancée, ou FAD. Créée par Northrop Grumman dans les années 1990, cette plateforme surveille aussi les menaces entrantes. Cependant, son ancienneté pourrait expliquer pourquoi le Pentagone a voulu la moderniser. Bien qu'un système FAD puisse détecter les drones, il a été conçu à une époque où les mortiers et les roquettes représentaient la plus grande menace à laquelle les bases américaines devaient faire face. Ce n'est tout simplement plus le cas aujourd'hui. Les drones Shahed posent un problème majeur, et les États-Unis avaient besoin d'un système dédié pour les contrer. C'est en résumé le rôle de SkyMap. L'Ukraine fait bien plus qu'envoyer son système de commandement et de contrôle à la base Prince Sultan. Selon First Post, l'Ukraine a envoyé une équipe d'experts à la base, qui se trouve à environ 640 km, soit environ 400 miles de l'Iran. Cette équipe vise à aider les États-Unis à contrer un problème de drones ayant coûté 1,3 milliard de dollars en dégâts matériels, ainsi que des millions dépensés en missiles intercepteurs pour contrer les attaques aériennes iraniennes. Les experts ukrainiens travailleraient actuellement avec le personnel américain, les aidant dans l'exploitation et l'intégration du système SkyMap. Ne minimisez pas l'importance de ce détail pour l'Ukraine. Ce que nous voyons ici, c'est un transfert de connaissances d'une nation à une autre, qui peut servir à établir une base de coopération dont l'Ukraine bénéficiera pendant des années. Ce n'est pas une relation unilatérale. C'est ici que l'Ukraine passe d'une nation dépendante des États-Unis et d'autres à un pays capable de se débrouiller seul et d'aider ses alliés dans leur défense. Avant d'approfondir ce point, First Post indique que l'Ukraine a déjà lancé un programme de formation pour le personnel américain à la base aérienne Prince Sultan. Ce programme permet au personnel américain de comprendre SkyMap et de profiter de plus de 4 ans d'expérience ukrainienne face aux menaces similaires à celles de l'Iran. L'Ukraine fournit un système anti-drone éprouvé sur le champ de bataille et extrêmement affiné. Les États-Unis n'avaient dit rien de tel auparavant. C'est maintenant le cas, probablement avec un système intégrable à d'autres technologies déployées par les États-Unis à Prince Sultan. Vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné les drones intercepteurs bon marché comme l'une des solutions les plus importantes de l'Ukraine au problème des Shahed. Vous pourriez donc penser que les experts ukrainiens ont apporté ces drones à Prince Sultan. C'est possible. L'Arabie Saoudite fait partie des États du Golfe, ayant signé un accord de défense de 10 ans avec l'Ukraine, incluant la technologie des drones. Cependant, rien n'a été confirmé par les États-Unis. De plus, la base américaine Prince Sultan en Arabie Saoudite n'est peut-être pas concernée par l'accord entre l'Ukraine et l'Arabie Saoudite.
Les États-Unis peuvent estimer ne pas avoir besoin des drones intercepteurs ukrainiens. En septembre 2025, on a appris que les États-Unis avaient investi plus de 5 milliards de dollars dans l'achat de drones intercepteurs Coyote auprès de Raytheon. Le contrat pour ces drones, qui doit durer jusqu'au 28 septembre 2033, permettra aux États-Unis d'obtenir des milliers de leurs propres intercepteurs. Actuellement, United 24 Media indique que l'Amérique produit environ 100 de ces drones intercepteurs par mois, donc on peut supposer que la capacité de production sera augmentée pour atteindre les 40 000 unités prévues dans le cadre de cet accord. Un seul drone, 125 000 dollars. Ces drones ne sont donc pas idéaux contre la menace des shahids iraniens, du moins en termes de coûts. Mais ils sont capables de gérer à la fois les drones aériens et marins, dont il semble probable que les États-Unis vont intégrer leurs Coyote, qui font partie de plusieurs autres moyens de défense aérienne que l'Amérique teste actuellement avec SkyMap. Ce sont des obstacles que les États-Unis devront surmonter. Actuellement, il utilise un système de commandement et de contrôle ukrainien, déjà éprouvé par l'Ukraine face au même type de menaces qu'impose l'Iran sur des bases comme Prince Sultan. Le bouclier impénétrable est déployé, ce qui compte pour bien plus de raisons que le simple soutien des États-Unis à la défense de leur base contre les drones iraniens. Pour l'Ukraine, l'installation de SkyMap sur une base américaine marque une avancée majeure, prouvant la valeur du pays pour la défense américaine. Ce que l'Ukraine a fait ici, c'est intervenir pour combler une lacune dans la structure de défense aérienne des États-Unis, et elle le fait en utilisant une technologie que les États-Unis n'ont pas développée eux-mêmes. Vous vous rappelez les centaines de millions investis par le département de la Défense dans les programmes anti-drones. L'Ukraine aimerait en profiter, ainsi que des autres investissements américains dans la technologie des drones. Des atouts comme SkyMap pourraient permettre à l'Ukraine d'obtenir des fonds ou des armes pour défendre son territoire contre la Russie. Une situation de donnant-donnant est en train de se développer ici. SkyMap en est au cœur. Outre les bénéfices financiers pour l'Ukraine, l'aspect stratégique doit aussi être considéré. La relation entre les États-Unis et l'Ukraine a été tumultueuse depuis environ un an. Les affrontements avec l'administration Trump ont souvent laissé l'Ukraine dans l'incertitude quant à la mesure dans laquelle elle peut compter sur les États-Unis pour soutenir sa lutte contre la Russie. Conserver le soutien des États-Unis consiste autant pour l'Ukraine à prouver qu'elle peut être utile à l'Amérique lorsque celle-ci aura besoin de soutien, qu'à attendre que les États-Unis se mobilisent simplement pour soutenir l'Ukraine. Encore une fois, il faut se rendre des services mutuellement, et c'est ce que nous commençons à voir dans le Golfe. La diplomatie des drones ukrainiennes est en action. Et cela renforce la relation entre l'Ukraine et les États-Unis au moment idéal pour l'Ukraine. FDD Action souligne que l'Ukraine a été l'un des rares alliés des États-Unis à avoir saisi l'opportunité de s'impliquer et d'aider l'Amérique pratiquement dès le lancement de l'opération Epic Fury. Des drones intercepteurs, des experts et SkyMap ont été envoyés rapidement, permettant à l'Ukraine de prouver qu'elle est l'un des alliés les plus précieux et fiables des États-Unis. Le FDD Action soutient que le Congrès devrait en prendre note. L'Ukraine offre ce niveau de soutien incroyable, même si elle est épuisée par plus de 4 ans de guerre avec la Russie. Existe-t-il une stratégie pour cela ? Oui. L'Ukraine sait qu'aider les États-Unis améliore ses relations avec l'Amérique. Le fait que l'Ukraine maîtrise ses actions en fournissant des technologies comme SkyMap n'enlève rien au fait qu'elle est un allié exemplaire pour les États-Unis. Nous commençons également à voir des signes que l'intégration des technologies ukrainiennes commence à aller plus loin que ce que beaucoup auraient pu imaginer. Le 31 mars, Defense One a annoncé que le lieutenant général retraité Keith Kellogg avait rejoint le conseil d'administration de PowerUS. Cette nouvelle paraît anodine, mais révèle que PowerUS, basé en Floride, a été fondé pour acquérir des technologies et nouer des liens avec des fabricants de drones ukrainiens. Kellogg, conseiller de Trump lors de son premier mandat, est nommé envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine en novembre 2024 pourrait offrir aux fabricants de drones ukrainiens un accès direct à la Maison-Blanche. Ainsi, les relations entre deux pays se renforcent souvent. Non par de grands gestes, mais par des actions discrètes qui bâtissent un réseau de relations. L'arrivée de SkyMap est un événement clé dans le Golfe, et pour l'opération Fureur épique, mais elle s'inscrit aussi dans un plan plus large de l'Ukraine visant à devenir indispensable aux États-Unis. Nous voyons l'Ukraine aider directement les États-Unis à atteindre leurs objectifs en Iran. L'Ukraine envoie aussi des experts en drones en Europe, renforçant l'autonomie des défenses européennes face aux États-Unis, ce que souhaite l'administration Trump. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche activement des accords pluriannuels de drones avec les États-Unis.
SkyMap mène une mission de destruction contre les drones Shahed iraniens sur la base aérienne Prince Sultan, tandis que l'Ukraine cherche à renforcer chaque relation avec ses alliés. Les drones intercepteurs ukrainiens volent déjà dans les États du Golfe. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre certaines choses. Il y a encore plus à venir, et même les États-Unis ne sont pas prêts pour cela. L'Ukraine se prépare à lancer quelque chose d'énorme dans le détroit d'Ormuz. Blocus ? Quel blocus ? L'Iran ne peut empêcher ce qui arrive, car l'Ukraine va livrer ce que le régime iranien a toujours redouté dans sa voie navigable vitale. Lors d'un sommet sur la sécurité du détroit d'Ormuz, Volodymyr Zelensky a dit ce que chaque État du Golfe attendait. Par ailleurs, si un accord existe avec les pays du Moyen-Orient, nos drones maritimes y sont inclus. Tout peut arriver. Nous pouvons participer à la défense et aider au convoi, a déclaré Volodymyr Zelensky au délégué. D'un seul coup, Volodymyr Zelensky a établi que l'Ukraine est passée d'un pays qui comptait sur les autres pour combattre la guerre d'agression de la Russie à une nation militaire puissante, capable d'aider les autres en temps de besoin. L'Ukraine a déjà dépêché des experts en drones au Moyen-Orient. Plus de 200 de ses meilleurs spécialistes collaborent avec les États du Golfe pour les aider à intercepter les drones et stopper les Shahed iraniens en vol. Ces experts détruisent même directement les Shahed iraniens, selon Volodymyr Zelensky. Ici, on observe une montée en puissance. Les intercepteurs sont déjà en vol. Les drones navals arrivent, et comme vous le verrez, ils peuvent faire bien plus que neutraliser les navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. Zelensky a fait cette allusion lors d'un sommet de sécurité en ligne précédant un autre sommet prévu à Londres par le Royaume-Uni. Ce sommet impliquera 35 nations et doit aborder la manière dont l'Occident collectif, apparemment sans les États-Unis, va avancer vers la sécurisation du détroit d'Ormuz à la suite de l'opération Epic Fury. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, annonce que le sommet évaluera les mesures diplomatiques et politiques possibles pour rétablir la liberté de navigation, assurer la sécurité des navires et marins bloqués, et reprendre le transport des marchandises vitales. Pour l'Ukraine, c'est une opportunité. Zelensky nous a expliqué comment son pays veut devenir un acteur clé dans la région du Golfe. Le président ukrainien a aussi mentionné les accords de longue date avec les États du Golfe, permettant aux drones maritimes ukrainiens d'atteindre le détroit d'Ormuz. Ces détroits ont ressenti l'impact de l'opération Fureur épique et des blocus du détroit d'Ormuz dans leur portefeuille. Selon l'analyste Ogujan Akaya, les exportations quotidiennes de pétrole de l'Irak, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, ou EAU, sont déjà passées de 12,3 millions de barils à 7,8 millions de barils à la fin du mois de mars. En tout, selon le média AA, le coût pour ces nations, en combinant la perte de revenus pétroliers et gaziers avec les dégâts causés par les missiles et les drones Shahed de l'Iran, pourrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici la fin de la guerre. Les États du Golfe cherchent un allié pour défendre leurs navires et infrastructures face aux drones iraniens. L'Ukraine a répondu. Le 19 avril, quelques jours seulement, avant que Zelensky n'évoque plus ouvertement l'envoi de drones maritimes dans le Golfe, l'Ukraine a signé des accords de défense de 10 ans avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ces accords, préparés depuis un moment, sont désormais signés. Zelensky suggère que cela pourrait marquer le début de quelque chose de plus grand. Nous avons déjà signé des contrats de 10 ans avec 3 pays clés, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Nous avons déjà des demandes de 11 pays du Moyen-Orient et du Golfe, et nous envisageons aussi le Caucase, a déclaré Zelensky en annonçant les accords. Ces accords sont aussi importants pour l'Ukraine que pour les États du Golfe. Selon Politico, l'Ukraine s'est servie de ces accords pour assurer une bouée de sauvetage pétrolière après un hiver marqué par des frappes russes sur ses infrastructures énergétiques. Le pétrole brut ira aux raffineries européennes pour être transformé en carburant, envoyé ensuite en Ukraine, selon Zelensky. Parfois, les États du Golfe livreront directement du diesel. Une aide financière et des intercepteurs de missiles seront aussi envoyés à l'Ukraine, montrant que ces accords ne sont pas unilatéraux, et que les drones ukrainiens ne vont pas seulement vers le Golfe. L'Ukraine est considérée comme un partenaire égal, recevant autant qu'elle donne. Nous ne pouvons pas non plus ignorer ce que cette dernière annonce de Zelensky implique pour la position de l'Ukraine auprès de ses partenaires occidentaux. Le président ukrainien a habilement déclaré à ceux qui ont soutenu l'Ukraine contre l'agression russe que son pays est prêt à aider. Le Royaume-Uni paraît vouloir que les drones navals ukrainiens accèdent au détroit d'Ormuz. Starmer a qualifié la réouverture du détroit d'Ormuz de responsabilité mondiale avant la conférence virtuelle où Zelensky a évoqué son intention. Il faut rassurer la navigation commerciale et soutenir le déminage pour rétablir la stabilité et la sécurité mondiale, a déclaré Starmer.
La sécurité de la navigation commerciale dépendra en partie de la protection des navires civils contre d'éventuelles attaques de drones Shahed iraniens et de vedettes rapides. Les drones navals ukrainiens sont parfaits pour cette tâche. Le Royaume-Uni en est conscient et a déjà déclaré que l'Ukraine pourrait jouer un rôle utile dans la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce rôle ne se limite pas à fournir des drones navals et des intercepteurs. L'Ukraine a de l'expérience dans la gestion des blocus, en particulier celui que la Russie a tenté de mettre en place dans les principaux corridors de sécurité alimentaire de l'Ukraine en mer Noire. L'Ukraine affrontait des navires de guerre russes, de la flotte de la mer Noire, et non les drones et vedettes rapides utilisés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Beaucoup d'armes utilisées pour lever ce blocus, dont les drones navals désormais dirigés vers le Golfe, ont été essentiels dans cette opération. L'Ukraine possède le plan, et surtout, l'expertise éprouvée au combat qui prouve que ces drones fonctionneront dans le Golfe. Les drones ukrainiens sont prêts à partir. Il y a un obstacle inattendu que le pays pourrait devoir surmonter. Nous avons mentionné plus tôt que les États-Unis n'étaient pas officiellement impliqués dans la conférence où Zelensky a fait son annonce. Plusieurs raisons sont possibles, mais les États-Unis pensent peut-être avoir leur propre solution pour le détroit d'Ormuz. L'Amérique a répondu au blocus de l'Iran et au refus du régime de négocier un accord qui lui convient en instaurant son propre blocus. Pour cette raison, le fait que Zelensky laisse entendre ce qu'il vient de suggérer sera tout aussi choquant pour les États-Unis que pour le régime iranien qui cherche à dominer à Ormuz en utilisant ses tactiques asymétriques. Lors de la réalisation de cette vidéo, le blocus américain persistait. Le 20 avril, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis maintiendraient le blocus jusqu'à un accord avec l'Iran. Trump paraît satisfait de ces effets. Dans une publication du 20 avril sur Truth Social, Trump a déclaré que le blocus américain détruit absolument l'Iran et qu'il coûte au régime iranien la somme stupéfiante de 500 millions de dollars par jour. Les États-Unis et l'Iran ne semblent pas non plus proches d'un accord pour lever le blocus américain. Bien que les discussions soient en cours, les deux pays se livrent à des menaces réciproques. Le 20 avril, l'Iran a aussi annoncé qu'il réagirait après la saisie d'un pétrolier iranien par les États-Unis la veille. Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient les infrastructures civiles iraniennes si les négociations échouaient, tandis que l'Iran hésite encore à participer aux discussions au Pakistan. La situation dans le détroit d'Ormuz demeure instable. La question se pose. Les États-Unis accepteraient-ils que les drones navals ukrainiens pénètrent dans le détroit ? C'est une question difficile. Le 5 mars, une semaine après le début de l'opération Fureur épique, Zelensky a déclaré que les États-Unis avaient sollicité l'aide de l'Ukraine contre les drones Shahed iraniens. Le président ukrainien a déclaré à l'époque que l'Ukraine serait plus qu'heureuse d'échanger ses drones intercepteurs et son expertise contre des systèmes de défense aérienne patriotes avec les États-Unis. Trump semblait ouvert à cette aide à ce moment-là. Il a affirmé accepter toute aide de n'importe quel pays après les propos de Zelensky. Mais 11 jours plus tard, l'Indépendant signalait que les États-Unis avaient ignoré l'offre ukrainienne d'aide technologique sur les drones. Comme c'est si souvent le cas, l'Ukraine ne sait pas vraiment où elle en est avec les États-Unis. Cela ramène au sous-entendu de Zelensky. Si les États-Unis refusent l'aide ukrainienne à Ormuz, l'Ukraine ne changera pas et contournera si on la poursuit. C'est le sens des accords de défense de 10 ans avec les pays du Golfe, car l'Ukraine veut devenir le principal fournisseur d'armes pour les nations touchées par les actions américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Revenons aux armes. Les drones intercepteurs ukrainiens sont déjà actifs dans le Golfe. Désormais, l'Ukraine fournit aussi des drones navals à ses nouveaux partenaires de la région. Ces drones changeront-ils vraiment la situation dans le détroit d'Ormuz et mettront-ils fin au blocus ? Avant de répondre à cette question, ceci est un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Abonnez-vous maintenant, avant que nous n'explorions le potentiel des drones maritimes ukrainiens. Nous connaissons maintenant les bases des drones maritimes. Ces navires de surface sans équipage sont contrôlés à distance et peuvent emporter de puissantes ogives pour frapper des navires. L'Ukraine utilise ces drones navals à cette fin en mer Noire depuis des années. Mais l'Ukraine innove sans cesse. Certains progrès récents dans les drones maritimes ont transformé ces armes, autrefois utiles, dans le détroit d'Ormuz, en moyen potentiel pour lever un blocus, exploitable par les États du Golfe et les nations occidentales, voulant rouvrir la voie navigable. Tout d'abord, revenons au 17 mars. À cette date, Militarny a rapporté une réalisation remarquable accomplie par l'un des drones Magura V-7 de l'Ukraine. Cette réussite n'avait pas encore été rendue publique. En réalité, cela s'est produit en septembre 2025 lorsque l'Ukraine participait aux exercices de l'OTAN REPMUS et Dynamic Messenger qui se sont déroulés au large des côtes portugaises. Ces exercices mettaient en scène les Bleus, forces de l'OTAN,
et les rouges, qui utilisaient les drones Magura V-7 ukrainiens pour attaquer les navires de guerre de l'OTAN dans un jeu de guerre. 5 scénarios ont été créés pour ces jeux de guerre. Dans les 5 cas, les rouges ont vaincu les bleus. Pour ce faire, les rouges ont utilisé différentes versions du drone naval Magura V-7, qui ont été adaptées pour remplir des objectifs spécifiques dans chaque exercice. Un Magura était muni d'un dispositif de reconnaissance pour aider les rouges à guider le trafic au large du Portugal. Dans un autre cas, un drone ukrainien, équipé d'une mitrailleuse, pouvait éliminer les menaces à la surface de l'eau. Mais la plus grande réussite du Magura, de loin, a été le naufrage simulé d'au moins une frégate de l'OTAN. Selon les règles, une victoire était acquise si un drone ukrainien verrouillait une cible comme un radar de navire sans être repéré par les bleus. Le Magura a réussi encore et encore. Ce drone naval sera envoyé dans le Golfe, ce qui doit inquiéter l'Iran. Le Magura V-7 existe depuis 2025. Il a une vitesse de croisière de 23 nœuds, bien qu'il puisse atteindre une vitesse maximale de 39 nœuds, ce qui est largement suffisant pour engager des poursuites avec les vedettes rapides iraniennes, si la situation l'exige. La version standard du drone peut rester en mer pendant 48 heures d'affilée et possède une autonomie de 800 milles nautiques. Ce qui inquiète le plus l'Iran, c'est que le Magura V-7 peut transporter une charge utile de 650 kg, soit plus de 1400 livres. On sait déjà que cela suffit à couler une frégate de l'OTAN pendant des exercices. Pour les petits bateaux qu'utilise l'Iran pour contrôler le détroit d'Ormuz, cette puissance explosive est une condamnation à mort. Les nations du Golfe pourraient acquérir un drone maritime pour contrer la marine iranienne. Mais qu'en est-il des drones Shahid iraniens ? Ces drones ont survolé le détroit d'Ormuz, ciblant des navires commerciaux et empêchant les États du Golfe d'acheminer leur pétrole et leurs marchandises. L'Ukraine a déjà apporté une solution aux Shahid sous la forme de ces drones intercepteurs. Cependant, ces drones sont plus efficaces pour défendre des cibles statiques sur le territoire national. Les navires commerciaux ne sont pas des cibles fixes. Mais cela ne signifie pas que les drones maritimes ukrainiens ne peuvent pas aider contre la menace des Shahed iraniens dans le détroit d'Ormuz. Le 19 avril, Militarny a annoncé que l'Ukraine avait utilisé pour la première fois un porte-drone naval pour intercepter un drone russe de type Shahed. Ce que nous avons vu lors de cette opération, c'est que l'Ukraine a réussi à utiliser l'un de ses drones maritimes comme navire-mer pour des drones aériens, qui ont été lancés dans les airs depuis le drone maritime lui-même. L'Ukraine n'a pas précisé quel drone maritime a été utilisé pour l'opération. En mars, des rapports ont indiqué que l'Ukraine avait adapté certains drones Magura pour transporter et lancer des drones intercepteurs. Cela semble être un indice assez important. L'Ukraine a également publié des images de sa première mondiale. La vidéo montre un intercepteur ukrainien décollant après son lancement depuis le pont d'un drone naval. La vue passe ensuite à celle capturée par l'intercepteur alors qu'il fonce sur le drone russe Shahed. Des parasites apparaissent à l'écran. Le drone a réussi un coup direct. L'Ukraine a ainsi élargi sa capacité à contrer les menaces de drones aériens. L'Ukraine utilise déjà le lancement de drones aériens depuis des drones navals. Elle l'a déjà fait, utilisant des drones FPV lancés depuis ses drones maritimes pour détruire de plus gros appareils aériens russes, comme des hélicoptères. C'est la première fois que la nouvelle génération d'intercepteurs ukrainiens est lancée depuis un drone maritime. Cette synergie est claire. L'Ukraine expédie déjà ses intercepteurs dans le Golfe. Elle présente désormais de nouvelles capacités de ses drones maritimes, permettant aux États du Golfe de faire naviguer leurs intercepteurs dans le détroit d'Ormuz. Pensez aux possibilités ici. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar pourront envoyer leurs pétroliers dans le détroit d'Ormuz, accompagnés d'une présence cachée de Magara. Si un Shahed apparaît, le Magara surgit et lance un intercepteur. Si un bateau rapide tente d'intercepter, le Magara peut tirer avec une mitrailleuse ou le détruire avec sa charge explosive. Et par-dessus tout cela, nous ne pouvons pas oublier ce que les drones navals ukrainiens ont accompli par le passé. Ces drones expliquent la destruction d'un tiers de la célèbre flotte russe de la mer Noire d'ici mars 2024. Les drones navals, ainsi que les missiles et les drones aériens, ont frappé les navires de guerre russes si durement qu'ils ont été contraints de se retirer de Crimée. Ces navires restent désormais dans le port de Novorossiysk après avoir été repoussés de Crimée. Les navires de guerre russes naviguent rarement, car ils craignent les drones maritimes ukrainiens. L'Ukraine a utilisé les drones évoqués par Zelensky dans le Golfe pour neutraliser un sous-marin russe. L'Iran possède justement environ 28 à 30 sous-marins dans sa flotte. Ces sous-marins sont menacés si les drones maritimes ukrainiens pénètrent dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine a aussi employé ses drones navals pour attaquer le pont de Kertch reliant la Crimée occupée à la Russie.
Ajoutez les frappes sur les infrastructures maritimes à ce que les États du Golfe recevront d'Ukraine. Nous nous demandons si les drones kamikazes Magara seront bientôt utilisés dans les ports iraniens pour stopper les vedettes rapides à la source. Cette polyvalence rend les drones maritimes ukrainiens essentiels dans le détroit d'Ormuz. Presque rien de ce que l'Iran pourrait déployer depuis cette voie navigable ne sera à l'abri de ces drones. Les Shahed peuvent être détruits par des intercepteurs lancés depuis les ponts des drones navals ukrainiens. Tous les bateaux envoyés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, des vedettes aux navires de guerre et sous-marins, sont menacés. Les drones ukrainiens peuvent tous les atteindre. Plus de 200 experts en drones ukrainiens sont déjà dans le Golfe, permettant aux nouveaux partenaires d'apprendre à utiliser et déployer ces drones grâce à un modèle éprouvé contre la Russie. L'Ukraine s'approchera du statut de puissance majeure dans le Golfe avec l'arrivée de ces drones maritimes. Ainsi, la transformation de l'Ukraine sera achevée. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, l'Ukraine disposait d'une armée qui dépendait en grande partie de l'équipement de l'époque soviétique. Elle a tout de même réussi à survivre, et les vagues de soutien occidental l'ont aidée dans les années qui ont suivi. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est bien plus qu'elle ne l'était auparavant. Ce pays est leader mondial du développement des drones et détient les solutions nécessaires aux pays du Golfe pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Les drones navals ukrainiens vont être déployés précisément là où l'Iran ne le souhaite pas. Le régime ne peut rien faire contre ce qui arrive. La nouvelle initiative de l'Ukraine s'ajoute à ses actions dans le détroit d'Ormuz. Nous avons parlé des drones intercepteurs et des accords de 10 ans dans cette vidéo. Découvrez maintenant comment l'Ukraine utilise sa riche expérience face à la Russie pour devenir l'un des partenaires les plus importants que les États du Golfe n'auront jamais eu. Regardez notre vidéo sur la façon dont l'Ukraine noue des alliances inattendues et ce que cela implique pour la Russie. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne jamais manquer notre couverture des derniers développements en Ukraine et dans le Golfe. Merci de nous avoir regardés.